Écoutez, il est 10h02. Vous avez un onglet discussion pour pouvoir tout simplement me poser des questions. Ce sera plus facile que le question-réponse là-dessus. Je vais commencer par me présenter. Ça fera venir les retardataires. Il y a déjà plus de 40 personnes qui sont connectées. On va monter à la centaine à peu près, mais ce webinaire sera disponible en replay. Donc bonjour, je m'appelle Sébastiano, je suis le cofondateur de Me and My Boss, qui est un cabinet de recrutement innovant avec un réseau. Et aujourd'hui, je vais me faire la joie de vous proposer 3 manières d'entreprendre dans le recrutement, 3 façons de se lancer, puisqu'on a créé Me and My Boss en 2013. J'ai envie de dire, on a étudié énormément de choses. Donc, c'est pour partager avec vous. Et en bonus, à la fin, pour ceux qui le souhaiteront, je ferai une mini présentation forcément du réseau Me and My Boss, de la manière dont on fonctionne. Donc, vous n'hésitez pas, onglet discussion au-dessus, vous me posez des questions et je tenterai d'y répondre. Donc, à peu près pendant 30 à 40 minutes, je vais parler de ces 3 façons et vous pouvez intervenir et je vais noter les questions. Soit j'y réponds en direct, soit tout simplement, on attend la fin. C'est parti. Alors, déjà, juste en intro, l'offre et la demande. Vous partagez tout simplement, hop, je corrige un peu mon écran, partagez avec vous l'offre et la demande. Donc, la problématique des recrutements, en fait, est différente suivant la taille de l'entreprise. J'insiste bien là-dessus puisque je vous ai mis une pyramide sur la droite entre la TPE, la très petite entreprise, PME, entreprise taille intermédiaire, ETI, et grande entreprise avec le nombre. Donc, ce nombre change. Je vous ai fait des comptes ronds, mais c'est pour vous donner les masses, les grandes masses. La TPE, par exemple, 750 000 TPE entre 1 et 10 salariés. Pourquoi je parle de la TPE? Parce que ses besoins à cette très petite entreprise, c'est souvent un dirigeant ou une dirigeante qui ne connaît pas du tout le recrutement, qui a recruté jusqu'à les 4-5 premières personnes, ce sont des amis ou des anciennes connaissances qu'elles ont débauchées dans d'autres sociétés pour les faire venir avec eux dans cette nouvelle aventure. Et puis, il faut recruter un inconnu ou une inconnue. Et donc, à partir de là, eh bien, tout simplement, le besoin est de découvrir ce que c'est que le recrutement. Et donc, ils ont besoin d'être accompagnés, mais dès le début. C'est-à-dire que quand on leur dit, par exemple, le mot job board, pour ceux qui sont en recrutement, ça parle, c'est des termes techniques. Pour un job board, quand on dit job board à quelqu'un qui n'y connaît rien, ce qui est normal, il ne va pas comprendre que c'est un site d'offre d'emploi, et etc., etc. Si on utilise le mot sourcing ou autre. Et donc, déjà, quand on lui parle de site d'offre d'emploi, il ne sait pas où diffuser son offre d'emploi. Il ne sait pas le coût, il ne connaît pas le coût d'une offre d'emploi. Et généralement, quand il découvre, par exemple, qu'il va chez un des leaders et qu'il faut débourser 600 €, donc on arrive à trouver moins cher à 250, ou il faut aller sur Indeed, il ne comprend pas. Et je vous en parlais tout à l'heure, le mode de fonctionnement. Il trouve ça aberrant de devoir payer pour faire savoir qu'il recrute, parce que quelque part, limite, on devrait lui remettre une médaille parce qu'il participe à développer l'emploi en France. Donc, ça, c'est le premier effet qui se coule. Après, généralement, quand il n'arrive pas à trouver ou qu'il trouve et puis qu'il se trompe malheureusement dans ses recrutements, parce qu'il ne sait pas généralement faire les entretiens de recrutement, eh bien, derrière, il a besoin d'être accompagné parce qu'il découvre les cabinets de recrutement. Je vais y revenir juste après. Et là, il découvre le coût, les honoraires d'un cabinet de recrutement et il manque de s'étrangler. Il se dit, mais c'est pas possible, ça coûte trop cher de recruter. Mais après, quand il s'aperçoit à la fin de l'année, quand il a fait des erreurs ou elle a fait des erreurs de recrutement, le coût que ça peut représenter entre l'embauche, la formation, le niveau humain et financier, eh bien, dans ce cas-là, il se dit, recrutement, c'est un métier à part entière. Donc, le besoin de la TPE, c'est vraiment d'être accompagné du début jusqu'à la fin. La PME, déjà, entre 10 et 250 salariés. Quand on arrive à 100 salariés, le constat, c'est qu'on recrute un RRH ou un DRH qui va structurer la partie recrutement. Et donc là, généralement, il y a des contrats qui sont passés avec les différents fournisseurs et ils externalisent uniquement les postes dits pénuriques, compliqués à trouver, ou de la chasse de tête sur le sujet. Donc, le besoin est différent, il est avec parcimonie sur certains recrutements. Et ensuite, on passe à l'entreprise de taille intermédiaire où là, généralement, il y a une flopée de recruteurs, de chargés de recrutement qui sont là pour répondre aux besoins du réseau. Et dans ces cas-là, eux, leur besoin est encore différent. Leur besoin est de gagner du temps et souvent sur la captation de profils, puisqu'aujourd'hui, ils s'arrachent les cheveux à laisser des messages sur des CV, des gens qui postulent en un clic à droite, à gauche, et des gens qui ne les rappellent pas ou qui leur posent des lapins ou qui même vont jusqu'à signer le contrat et le jour J ne viennent pas, ont oublié de dire qu'ils ont accepté une autre proposition ailleurs. Et oui, ça existe de plus en plus aujourd'hui. Et les grandes entreprises, c'est encore un autre besoin où là, c'est soit sur du pénurique, poste dit stratégique,
on va externaliser avec un cabinet de recrutement, un expert du métier ou simplement gagner du temps sur des postes pour voir tout simplement plus rapidement des candidats qualifiés et ne pas perdre du temps sur la présélection. Je vous livre ça comme ça, c'est les constats qu'on fait sur le marché. Il y en a plein d'autres, hein. Ils ont besoin de logiciels, ils ont besoin d'outils pour analyser la personnalité, mais dans les grandes masses, c'est ça. Ensuite, avec justement ce côté entreprise, vous avez un marché. Je l'ai synthétisé, je pourrais faire 1 heure dessus, mais vous donner les grandes lignes pour ceux qui ne connaissent pas et qui veulent se lancer dans le recrutement. C'est qu'il y a d'un côté, je vais commencer par les cabinets de recrutement. Il y en a, allez, on va dire 1500 en France. Ça dépend de la santé économique du pays. Ça peut être 1100. On a du mal à quantifier. 1100 cabinets ou 2000, les chiffres diffèrent. À savoir que pour ouvrir un cabinet de recrutement, vous n'avez pas besoin de diplôme. N'importe qui peut ouvrir un cabinet de recrutement. Quand je dis n'importe qui, il y a une blague qui circule qui dit qu'à Paris, chaque semaine, il y a un cabinet de recrutement qui s'ouvre dans une nouvelle rue. Et souvent, c'est un cadre sup qui, à un moment donné, en a marre, a envie d'être indépendant et a une spécialisation dans l'aéronautique, dans l'immobilier, dans autre. Il se dit, je vais faire chasseur de tête. Ça n'a pas l'air compliqué, je vais y aller et je vais ouvrir mon cabinet. Il faut savoir que 80% des cabinets de recrutement sont à 1 ou 2 personnes, loi de Pareto, et 1 ou 2 personnes, c'est souvent un consultant en recrutement et un chargé de recrutement, un binôme qui fonctionne. Et un consultant de recrutement, en moyenne, c'est 110 000 € de chiffre d'affaires annuel. Je donne juste des stats comme ça constatées sur le marché. Donc, juste 2 choses sur les cabinets de recrutement. Quand on a créé Me & My Boss en 2013, j'avais fait une levée de fonds et j'avais eu une remarque d'un banquier qui s'était intéressé au marché du recrutement et qui m'avait dit « Oh, non mais les cabinets de recrutement, vous, c'est un marché complètement éclaté. » Je dis « Comment ça ?» Il me dit bah, « En fait, chacun a ses 10-20 clients, chacun est dans son coin et se fait sa guéguerre. Moi, c'est plus humain, moi, c'est plus ci, moi, c'est plus ça. » Et en fait, c'est un peu la même prestation. Et chacun fait la guerre, c'est un océan rouge en fait, et chacun est dans son coin. Un marché complètement éclaté, et c'est vraiment ça, avec 2 types de modèles économiques qui ressortent à 90% sur le marché, soit des gens qui recrutent au succès, c'est-à-dire que l'entreprise a besoin de recruter un directeur financier, un commercial, un assistant ou une assistante de direction, et va vous dire je ne paye que telle somme, c'est au pourcentage du salaire brut annuel. Je ne peux pas revenir dans le détail ce jour parce que ce n'est pas le sujet, mais de dire que je veux vous recruter un profil de directeur financier, par exemple, à 20% du salaire brut annuel. Si c'est quelqu'un qui est à 80 kg €, ça fera 16 000 € d'honoraires. Soit je le recrute au succès, soit je vais vous demander, monsieur le client, de verser 30% au démarrage et 70% au moment où la personne est recrutée, avec une garantie, à savoir si la personne s'en va pour X raison, je retrouve un candidat sans supplément d'honoraires. Il y a 2 écoles, il y a le succès et il y a les 30%. C'est un peu la guéguerre quand on fait du réseautage, quand on discute avec les cabinets, c'est la petite blagouze. C'est tu travailles au succès, toi, ou pas? Toi, tu demandes les 30%? Moi, je ne travaille jamais au succès. Et puis d'autres, moi, oui, à l'anglo-saxonne, je travaille au succès, j'ai plus de contrats. C'est un choix stratégique, personnel, et chacun fait le sien. Je vois que… oui, tout à fait. Et oui, le taux journalier, oui, tout à fait. Je vais y revenir tout à l'heure. C'est ce qu'on appelle aussi le RPO. C'est le fait, quand on est en freelance, d'intégrer une entreprise sur un temps partiel par rapport à des besoins de fort recrutement. Agence d'intérim, 2e niveau, 2005, je ne veux pas revenir, mais 2005, c'est la loi Borloo. On a autorisé, M. Borloo a autorisé les agences d'intérim à dire, eh bien, vous pouvez aller sur du CDI et non plus que du CDD. Donc, vous pouvez faire concurrence au cabinet de recrutement. Ça va dynamiser le marché de l'emploi. Je me souviens à l'époque, j'étais chez Manpower et je m'occupais d'un cabinet de recrutement. Manpower a fait le choix d'ouvrir 200 cabinets de recrutement en France. D'autres ont préféré racheter des entités, d'autres ont mélangé les deux. Mais tout simplement, la culture intérim est plus sur une culture de coefficient que sur du pourcentage du salaire brut annuel. Je m'explique, quelqu'un qui est à 1 500 € net, ils vont vous dire, je vais vous le trouver avec un coef de 2, donc ça va vous coûter 3 000 € par mois, en mode intérim, donc CDD, pas CDI. Mais cette culture-là est difficile à mettre sur du recrutement où on parle pourcentage du salaire brut annuel, où on parle de garantie, où on parle d'entretien, de test de personnalité, de vérification, de prise des références. Ce n'est pas forcément la culture au démarrage. Mais il faut savoir que ce marché du recrutement, l'intérim est très, très présent. Et j'ai mis aussi des sites d'offres d'emploi. Très rapidement, vous avez les généralistes, les René Hello Work, forcément number one of the world, hashtag Bretagne. Mais quand je dis Hello Work, il y a aussi forcément Adem Classified avec Cadre Emploi et tous ces sites. Vous pouvez retrouver Météo Job,
Indeed. Donc, généraliste d'abord, où en général, c'est 500-600 € de moyenne le prix d'une annonce. Vous pouvez négocier moins si vous avez un volume. Vous avez les Indeed qui sont des sites où vous allez mettre une offre et vous allez payer tout simplement pour qu'elle soit mise en termes de sponsoring, pour qu'elle remonte en haut de la pile. Voilà, oui, je vois Agnès. Oui, ça dépend parce que cette culture-là transpire des agences d'intérim, transpire tout simplement sur les agences d'intérim. Et moi, pour l'avoir vécu, j'avais beaucoup de chargés d'affaires intérim qui, de proposer des honoraires à 10 000 € par exemple pour un recrutement, se sentaient pas commercialement de le proposer. Ils trouvaient ça trop cher par rapport à la facilité de proposer un COEF. Mais en effet, il y a un gros travail qui a été fait depuis sur le sujet. Les sites d'offres d'emploi, voilà, donc Indeed, vous pouvez trouver des offres d'emploi sur LinkedIn et en termes de prix, vous allez dire je vais mettre 100 € sur mon annonce pour les 10 premiers jours, mais il faut être stratégique. C'est de l'AdWords et il y a tout un marché, il y a plus d'une centaine de sites d'offres d'emploi. Il y a de la multidiffusion, plein de sites gratuits, des sites. C'est un marché à part entière. Et souvent, ils se disent recruteurs alors qu'ils ne le sont pas. Petite anecdote, on m'avait raconté au démarrage, on m'avait dit Sébastien, c'était un commercial d'un site d'offres d'emploi qui me disait Sébastien, écoute, moi là, je suis là pour te vendre des places de parking. D'accord ? Mon job, c'est de faire passer du monde sur cette place de parking. À toi de la rendre attractive, cette place de parking. Moi, je ne sais pas recruter. Ce n'est pas mon job de recruter. Mon job, c'est de créer du trafic sur ton offre d'emploi. Et c'est là que je me suis dit qu'à un moment donné, voilà, dans le chef d'entreprise de la TPE-PME qui ne connaît pas du tout le marché du recrutement va se dire site d'offre d'emploi égale recruteur. Et on est complémentaires, mais il ne faut jamais, jamais l'oublier. Et les réseaux sociaux, tout à fait, Sophie, à fond, les réseaux sociaux, je disais à l'instant LinkedIn, mais il n'y a pas que, il y a des tentatives, mais je ne suis pas là pour vous expliquer tous les sourcings, mais en effet, vous pourrez y passer très, très longtemps. Je continue. Donc, 3 façons. Aujourd'hui, je vais balayer 3 façons de se mettre à son compte dans le domaine du recrutement. 1, devenir consultant indépendant, freelance. Avantages, inconvénients, partager avec vous les expériences. Quand je dis freelance, c'est on est vraiment tout seul, chez soi, en nomade. On peut aller se balader un peu partout, travailler de Barcelone si on veut, mais on est consultant indépendant. Le niveau au-dessus, c'est ouvrir carrément un cabinet de recrutement avec un bureau physique. Quand j'entends, l'approche est différente du consultant indépendant freelance et je vais vous expliquer en quoi elle est différente et les avantages et les inconvénients ou rejoindre tout simplement un réseau. Donc, vous avez ce qu'on appelle une franchise, je parlerai concession, licence de marque ou autre, avec des concepts déjà existants clés en main. C'est parti sur le premier, devenir consultant. Hop, je enlève, vous n'hésitez pas dans la discussion si vous avez des questions pour que je puisse y répondre après. Quand on est consultant indépendant freelance, donc au minima, ce que je vais dire, c'est de la palissade, hein. Au minima, un site web, ça devient extrêmement facile aujourd'hui d'avoir un site web pour un coût dérisoire. Il faut être un minimum être digital aujourd'hui si on veut être consultant indépendant freelance. Donc, on fait un site web, un profil quali LinkedIn et il y a un enjeu depuis le Covid qui s'est accentué et vous pouvez le voir, c'est un sport national sur LinkedIn, le copywriting. Pour être très précis, encore un terme anglo-saxon, c'est quoi? C'est tout simplement avoir cette capacité à écrire des posts qui vont intéresser vos cibles. Donc, ça demande une stratégie, ça demande tout simplement de vous positionner sur un marché où on est sur un limite océan rouge, c'est-à-dire que vous n'êtes pas tout seul. Et donc, comment vous différencier, comment écrire des posts qui vont attirer les personnes que vous visez. Le fameux persona, c'est du marketing, le persona du client ou des clients, des personas idéaux que vous avez fait. Donc, pour avoir une stratégie de copywriting sur LinkedIn. C'est souvent hyper frustrant, c'est souvent super long et les premiers résultats mettent du temps à revenir. Oui, en étant freelance, il faut apprendre à se faire connaître. C'est un des sujets qu'on va voir. Et une négo avec les job boards, quand je dis job board, en fait, tous les prestataires en matière de sourcing, être capable d'arriver à une négo pour ne pas payer des prix exorbitants parce que forcément, au démarrage, sinon ça représente et on n'a pas forcément de visibilité. On ne sait pas si on va recruter 20, 30, 40 personnes la première année, par exemple. Alors, les avantages d'être en freelance. Clairement, la flexibilité, c'est assez magique. On peut travailler de chez soi, on peut gérer son agenda comme on le sent, on est tout seul. Donc, si je parlais de Barcelone, on peut être à Lisbonne. Moi, je connais des consultants freelance qui sont
qui se baladent comme ça, qui vont passer 2-3 jours à Lisbonne, mais ça ne pose aucun souci. Beaucoup de choses se font en visio aujourd'hui. Donc, c'est vraiment très agréable, sans aucune contrainte, avec un contrôle total sur vos offres et prestations également. C'est-à-dire que si vous décidez d'un seul coup de dire « tiens, je fais que tout au succès » ou « je fais un package de démarrage à temps », ben, vous êtes libre de le faire, vous n'avez aucune pression, aucun process vraiment établi et ça vous laisse la liberté. Vous avez la possibilité de se spécialiser dans un domaine. D'ailleurs, spécialiser dans un domaine spécifique. Ouais, super, ça va bien. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'aujourd'hui, pour se différencier, c'est là où c'est le plus difficile. Et en tant que freelance, c'est compliqué à se faire connaître. C'est plus on est spécialisé et plus on va faire appel à vous. Je cherche un conseiller en gestion de patrimoine. Si je sais qu'un consultant indépendant, freelance, il ne fait que ça, eh bien forcément, je vais m'adresser à lui. C'est obligé. Si je suis généraliste, ça va être un peu plus compliqué et il va falloir que je fasse du réseautage. Possibilité de faire du RPO. RPO, c'est on en entend de plus en plus parler, c'est tout simplement d'être délocalisé, donc on perd en flexibilité, on perd en autonomie, en gestion d'agenda, mais on va se retrouver dans une entreprise, un peu comme une ESN, anciennement SS2I, où on va en tant que recruteur intégrer une entreprise pendant un temps, pendant 6 mois, parce qu'il y a une forte croissance, tout simplement besoin de recruter beaucoup de commerciaux. Ça peut être fait à distance aussi, c'est à négocier avec l'entreprise. Mais quand vous avez une spécialité, vous maîtrisez les outils de sourcing et tout ce qui va avec, ça peut être des piges, un peu comme des CDD, mais tout en étant freelance. Et l'avantage forcément du consultant indépendant freelance, c'est les faibles coûts de démarrage. Là-dessus, à l'inverse, les inconvénients, c'est l'instabilité financière. Forcément, et c'est pas que dans le recrutement, quand on est freelance, c'est arriver à se projeter financièrement, c'est assez compliqué, surtout les premières années. Quand on commence à avoir un panel de clients, eh bien tout simplement, c'est plus facile. Le salaire moyen du consultant indépendant, et je vais vous faire une réponse de Normand, non, on va dire que les constats, c'est qu'il y en a quand même 80% qui ont du mal à vivre de l'activité freelance. On regarde dans tous les réseaux où on est en freelance, il y a plein de formations d'ailleurs, il y en a qui essaient de profiter sur l'aspect commercial, je vais y venir, donc c'est très compliqué. Ceux plus sont spécialisés, je vais y revenir au portage salarial, tout à fait. Pour ce qui est de se spécialiser, on arrive à sortir des revenus beaucoup plus conformes, mais on a l'impression de se fermer une partie du marché. Donc c'est un choix stratégique. Donc je ne vais pas vous donner, les sociétés de portage salarial ont des stats, en effet, et nous, on connaît bien les sociétés de portage salarial, mais ça permet de ne pas créer son entité, son entreprise individuelle ou sa micro-entreprise et d'être porté. Ça laisse le temps, si on a des allocations, tout simplement, de faire les premières missions. Alors, des consultants RH sur le marché, il y en a, oui, on estime à peu près à 4 à 5 000 consultants RH sur le marché. C'est très disparate. Pourquoi? Parce qu'il y en a certains qui font de la formation en management, d'autres que du recrutement, d'autres que du RH, donc que des entretiens individuels, d'autres qui interviennent sur les valeurs. Donc, c'est pour ça que je dis que c'est très disparate et c'est compliqué d'arriver à trouver que le recrutement. On peut aller se balader sur des sites comme Malte ou autres pour essayer de les recenser. Après, il y a une explosion du nombre de freelance en France, mais aux États-Unis, c'était déjà le cas. Donc voilà. Beaucoup de freelance sur le marché avec une offre similaire. C'est comment se différencier, responsabilité administrative, c'est comment il y a la TVA à faire, il y a des justificatifs à donner, et des fois, on ne les calcule pas, et soit on est câblé pour, soit ça peut être un effort à faire. Et développer des compétences en vente et en marketing, c'est vraiment le truc auquel il faut bien réfléchir, parce qu'on a le savoir-faire, on sait recruter, on sait comment faire, mais à un moment donné, il faut trouver des clients. Et c'est ça qui pose problème, souvent dans le domaine du freelance, tout court. Humaniance, en termes de plateforme qui réunit les consultants RH pour aller les forces pour obtenir davantage d'opportunités. Après, vous avez quelques plateformes qui essaient d'unifier les consultants RH, mais franchement, c'est compliqué. Et vous allez voir, c'est dans le sens où c'est compliqué, c'est côté entreprise, confier des missions de recrutement. Il y a un phénomène aussi de crédibilité qu'il faut acquérir pour obtenir en fait des contrats. Mais je vais y revenir. Donc là-dessus, en tant que freelance, c'est surtout l'aspect commerce, vente et marketing. Comment on fait tout simplement pour aller trouver ses premiers clients?
Et de manière digitale, c'est compliqué. Donc, on cible, on teste et le portage salarial peut être un formidable outil pour vous tester sur le marché, pour dire, tiens, bah, j'ai telle cible, allez les démarcher. Ce n'est pas facile, hein, soit de téléphoner, soit de faire de l'emailing. On en reçoit tous, on reçoit des messages avec des scénarios aujourd'hui envoyés par des logiciels comme Wallaxy, par exemple, et du coup, on passe à côté. Donc, sauf si on se spécialise, du coup, on va peut-être toucher. Il y en a même qui essaient, je connais des consultants freelance qui essaient d'écrire des marchés via des lettres papier pour se différencier. On se dit, là, on va me lire par rapport aux autres. Donc, c'est vraiment, j'ai envie de dire, si vous avez la compétence vente et marketing et le savoir-faire recruteur, là, tout va bien parce que ça va vous demander de faire du réseautage et ce n'est pas forcément facile. Sur le deuxième, ouvrir son propre cabinet de recrutement avec bureau physique. Ça peut être dans un espace de coworking. Hein, ce que je veux dire, c'est on est au niveau au-dessus où vous avez un local, on vous identifie. Quand je parlais de crédibilité en local, hein, attention, eh bien, le fait d'avoir un bureau, ça sert quand vous allez faire du réseautage, quand vous allez discuter, les candidats vont venir chez vous, eh bien, ça donne une autre dimension. Quand vous avez un cabinet de recrutement, du coup, après, vous avez besoin d'une équipe. Souvent, le premier recrutement, c'est un ou une chargée de recrutement, un outil de gestion des recrutements, un ATS. Donc, vous en avez pléthore sur le marché. Donc, il faut faire un benchmark et regarder celui qui vous plaît le plus en termes du UX design, de manière de faire, et une négo avec les job boards, puisque forcément, si vous ouvrez un cabinet de recrutement, vous avez des ambitions pour faire plus de 20-30 recrutements annuels. Et donc, à partir de ce moment-là, il faut aussi rentabiliser le côté financier. L'avantage, c'est que vous êtes votre propre patron, vous avez un potentiel de revenus élevé si votre cabinet est prospère. Donc là, ça passe par du réseautage. Opportunité de réseautage, ça veut dire que souvent, vous pourrez le voir et vous apercevoir que les dirigeants et dirigeantes de cabinets de recrutement sont souvent des hommes ou des femmes de réseau. C'est-à-dire qu'on les voit sur toutes les soirées. Vous avez les vœux en début d'année à la CCI, ils sont là. Vous avez le MEDEF, ils sont là. Vous avez une intervention, ils sont là. Et même eux interviennent en tant qu'eux. Parce qu'il y a ce phénomène de se montrer, se montrer, se montrer. Et le fait d'avoir un bureau physique amène sur une population en local, j'insiste bien, eh bien, une crédibilité auprès des entreprises. Et quand ils voient qu'au bout d'un an, vous êtes toujours là, eh bien, derrière, les recrutements, ça augmente, ça augmente, ça augmente. Si en plus, vous êtes sérieux et que ça fonctionne bien et qu'il n'y a pas de turnover dans les recrutements que vous pouvez faire, le bouche-oreille fait son chemin. Donc, c'est pareil, possibilité de se spécialiser pour devenir la référence locale sur un secteur précis. Ou imaginons vous vous spécialisez dans le recrutement de commerciaux. On sait que sur l'Union, les commerciaux, à force, c'est vous. Et sur une soirée réseautage, en bouche-oreille, quelqu'un va dire « Tiens, j'ai besoin de recruter un commercial, va voir tel cabinet. Ils sont spécialisés dans le domaine. » Donc, le fait d'avoir un bureau aussi, c'est inviter, faire des soirées réseautage chez vous, organiser des présentations, etc., etc., etc. Donc, l'inconvénient, forcément, c'est qu'il y a un coût élevé de démarrage parce que ça demande un investissement. Il y a un risque financier, comme toute entreprise. Voilà, vous investissez, vous prenez un bail, vous trouvez un emplacement approprié pour le bureau et forte concurrence, il faut vous démarquer. C'est généralement quand on fait un benchmark des cabinets de recrutement, on se différencie d'autres recruteurs dits freelance, ce que je vous montrais avant, parce que le fait, dans l'inconscient des personnes aussi, le fait d'avoir un bureau, donne une crédibilité supplémentaire. Je ne suis pas d'accord avec le constat, mais c'est ce que j'ai constaté humainement parlant. Il faut développer des compétences en gestion d'entreprise, en RH, etc., parce qu'un chargé de recrutement, deux chargés de recrutement, et généralement, on avance comme ça. On crée de nouveaux clients chaque année et ça prospère. Et généralement, au bout de 2-3 ans, on arrive avec un chiffre à 300 000 €. Et puis, on peut arriver au bout de 5-6 ans avec 5-6 personnes à être sur des 500 000, 600 000 € de chiffre. Là, je vous parle de références de cabinet que je connais et que je vois leur mode de fonctionnement. Et on a besoin de recruter du personnel qualifié sur le secteur. Donc ça, c'est la partie deuxième, c'est donc freelance et après cabinet de recrutement là-dessus. Donc n'hésitez pas si vous avez dans la discussion et je vais prévoir des échanges. Ensuite, vous avez la troisième possibilité de vous lancer. Vous dites, tiens, freelance, why not? Cabinet, le coût est un peu élevé. Et sinon, vous avez envie de rejoindre un réseau. Donc une franchise, ça peut être, il y a un vocabulaire, c'est soit des concessions, soit
J'en vois certains en tant qu'agent, d'autres en licence de marque, en franchise. Vous avez plusieurs statuts. Mais voilà, vous rejoignez ce réseau avec une expertise métier, généralement un minima, envie de créer son entreprise, évaluer sa capacité de financement. C'est surtout, en fait, quand vous rejoignez un réseau de franchisés, c'est de dire, je choisis un concept clé en main qui va me permettre de démarrer tout de suite. Voilà. Des choses qui ont été éprouvées, testées et qui vous permettent de vous dire, je ne me prends pas la tête on m'explique comment, soit il faut trouver des clients, soit il y a déjà des clients et comment ça fonctionne. Les avantages, c'est vous avez généralement un soutien. Vous avez un siège avec soutien en formation, en ressources pour aider les franchisés à réussir. C'est-à-dire que vous avez une équipe qui est là pour dans le recrutement pour vous, qui a déjà passé des accords. Donc, c'est des économies d'échelle. C'est qu'on se met à plusieurs pour acheter la publicité, pour acheter les coûts d'exploitation, c'est-à-dire les ressources, les CVTech, des annonces pour les payer beaucoup moins cher. C'est des outils de gestion du recrutement. Et derrière, avoir une marque qui est établie, réputation sur le marché. Comme ça, quand vous arrivez sur une entreprise, vous n'êtes pas inconnu. Vous arrivez avec derrière une antériorité et une image. Et un concept clé en main, souvent je dis pour sourire, parce qu'on fait souvent le salon de la franchise chaque année, et j'avais envie de mettre un slogan, c'était à toute la franchise, j'avais dit, mettez plutôt un titre du style, arrêtez de réfléchir à ce que vous pourriez créer comme boîte, d'autres l'ont déjà fait pour vous, concept clé en main. C'est un peu ça quand on voit le salon de la franchise, vous regardez, hormis le recrutement, vous avez des concepts clé en main et vous posez des questions, je trouve ça magnifique, passionnant. Et on voit en fait tout ce qu'ils ont testé, qui ne marchait pas, tous les concepts qui justement fonctionnent et pourquoi ça fonctionne comme ça. Alors, les marques en franchise dans le recrutement, il y en a plusieurs. Je vais vous en citer quelques-unes. Solinki, vous avez Mercato de l'emploi, vous avez forcément Me and My Boss, et je vais vous en dire quelques mots derrière si vous le souhaitez. Vous tapez Arthur Watson de mémoire, vous en avez quelques-uns qui sont en train d'émerger, des réseaux avec chacun des avantages et des inconvénients là-dessus. Les inconvénients d'un réseau de franchise, mais si vous voulez, de toute façon, par LinkedIn, je vous dirai ça. Oui, les coûts d'entrée pour se lancer. Il y a des réseaux qui sont calqués, par exemple, sur les réseaux dans l'immobilier, comme Yad Immobilier, comme Safety ou autres, où vous payez uniquement la formation, c'est des montants de 1 500 €, et après, vous payez un abonnement qui diffère 200, 300, 400 €. Et ce réseau-là donc grossit. Comme il n'y a pas de droit d'entrée, on a tendance c'est un peu à prendre des recruteurs, et puis chacun, on reste, si on arrive à faire du business, comme on dit, on arrive à rester, mais il y en a 80% qui ont du mal à vivre de l'activité, mais avec le temps, s'ils persistent, ça fonctionne bien. Et ensuite, vous avez les réseaux de franchise, où vous pouvez avoir des coûts initiaux possibles élevés. Je n'ai pas tous les coûts de tous les réseaux. Par exemple, dans le domaine RH, je peux vous dire que bras droit des dirigeants, c'est 25 000 € de droit d'entrée pour avoir ce concept clé en main. D'autres Action Coach, par exemple, pour être coach de dirigeant, on est sur des montants de ce niveau-là. Nous, on est beaucoup moindre. On est sur des montants à 5 000 € avec le concept clé en main. Et la différence entre la franchise et la licence de marque, c'est tout simplement une licence de marque, une franchise. Vous avez le concept, vous rentrez, vous avez une entité pendant tant d'années, c'est juridique en fait, avec des obligations de faire ça, telle ou telle activité. La licence de marque, vous pouvez avoir une autre activité à côté. C'est-à-dire que nous, chez Me and My Boss, on a un système de licence de marque avec un statut de revendeur parce qu'on a des consultants en recrutement qui aussi font un peu de formation à côté, d'autres qui sont à 100% Me and My Boss et d'autres qui font un peu de recrutement à côté. Et cette licence de marque, en fait, vous représentez la marque Me and My Boss ou une autre marque sous licence de marque et vous bénéficiez de la publicité, des retombées. Les obligations contractuelles réciproques sur les réseaux de franchise, souvent, c'est quand on donne une zone géographique, elle a un potentiel financier. Et donc, c'est être capable, en fait, de amener, de dire, voilà, on estime que sur cette zone géographique, il y a tant de chiffre d'affaires à faire. Et via la franchise, d'avoir des actions. Il y a un animateur ou une animatrice de réseau qui passe vous voir avec une carte de compétences et qui va vous former pour vous améliorer, pour faire en sorte que ce chiffre d'affaires soit généré. Si la personne en fait ne fait rien du tout
sur sa zone géographique, c'est comme si elle faisait perdre du chiffre d'affaires à la franchise. Et donc, dans ces cas-là, il y a des discussions qui commencent à entrer pour dire qu'est-ce qui se passe, pourquoi, et on essaie d'aider. Mais c'est des obligations en fait de chiffres. Et après, contractuellement, c'est sur des temps. Il y a des contrats de franchise sur 3 ans, 5 ans, 7 ans. Et sur la franchise, c'est souvent un pourcentage du chiffre d'affaires qui est reversé tout simplement à la franchise. Donc, juste sur les inconvénients, possible coûts initiaux élevés. Alors, quand on a une rupture conventionnelle et qu'on a une prime, généralement, ceux qui basculent sur la franchise font passer une partie de leur prime, quand ils le peuvent, sur ce droit d'entrée. On a une perte d'indépendance parce que là, du coup, on fait le choix de rejoindre un collectif. Ça, c'est important de le noter. On va à la fois créer son entreprise, mais on va rejoindre un collectif. Ça veut dire qu'il faut être dans le collectif et pas dans le côté perso. On a des obligations contractuelles, c'est contrat par contrat, et possible restriction territoriale parce qu'on va vous dire que voilà, vous êtes sur telle zone géographique et pas une autre. Donc, chaque franchise, chaque réseau a sa stratégie. Certains mettent des zones, d'autres pas, d'autres des droits d'entrée, d'autres très faibles, d'autres un peu plus élevés parce qu'ils ne veulent capter que des gens qui ont envie de s'investir dans le collectif. Donc, il faut vraiment les étudier et vous pouvez aller sur des sites comme toute la franchise et commencer à regarder ça. Alors, ce que je constate sur le pourcentage du CA, Sophie, c'est entre 5 et 8% du salaire brut. Il y a généralement un abonnement et derrière ce pourcentage sur le chiffre d'affaires. Il y en a qui font différemment, mais ça vous permet de voir à peu près le prix. Sur le recrutement, il va y avoir en plus, donc on va reverser un chiffre, mais il peut y avoir en plus l'achat des médias, parce que ça représente un coût. Avoir accès à une CVTech à l'année, c'est un budget. Donc, quand il est partagé, donc c'est soit diviser les coûts en plus d'achat. Mais voilà, une franchise, c'est tous les mois vous payez, ça peut être 300, 500, 800 euros et plus un pourcentage du salaire brut annuel. Et vous avez pour ça un logiciel, une méthodologie. On partage généralement une force commerciale, des leads qui peuvent être envoyés par la tête de réseau et tout ce qui va avec. Voilà. Je suis en train de regarder en même temps vos questions. Oui, du marketing et du commerce. Alors ça, c'est le gros sujet en tant que franchisé, bénéfice marketing et commerce, c'est à regarder comment la communication est faite et comment on peut aller capter des leads de manière collective et les concrétiser. Parce que je sais que dans certains réseaux de franchise, des fois, ils ont fait leur clientèle, on leur envoie des leads et ils ne sont pas traités à la hauteur de l'effort que le marketing peut faire. Mais c'est vraiment disparate et c'est à étudier au cas par cas dans chaque franchise. Donc, ce qu'il faut retenir quand même, c'est que vous allez sur la franchise, de toute façon, vous tapez RH ou recrutement et vous verrez à la fois les coûts d'entrée, pourcentage, se renseigner. Il faut téléphoner aux membres du réseau pour avoir des infos à la source pour être sûr avant de s'engager. Il est 10h35. Je respecte mon timing. Je vais vous parler en bonus et je vais vous faire un sondage derrière. Donc, pour ceux qui le souhaitent, forcément de notre réseau, parce qu'on est passé par plein d'étapes. Si ça ne vous intéresse pas, je le comprendrai tout à fait. Je vous souhaite une bonne journée. Et si vous voulez continuer et rester avec moi, j'en ai pour 5-10 minutes. Et nous avons Roberto qui est en photo ici, qui pourra à loisir continuer la discussion avec vous parce qu'il s'occupe du développement de réseau de Me and My Boss. Alors, on a une promesse au sein du réseau, c'est de faire vivre une expérience candidat qui est vraiment différenciante et qui fait qu'aujourd'hui, par rapport à un cabinet de recrutement classique, on va faire la différence par un outil assez simple qui s'appelle Question de Job, Question to Job. C'est quoi? C'est on joue à l'entreprise mystère. Je vous donne juste le concept et puis si vous voulez aller plus loin, bien entendu, on pourra en discuter, mais on cache l'identité de l'entreprise au démarrage. On donne au candidat uniquement le titre du poste et le lieu. Et on lui propose de répondre à une question. Et en échange de sa réponse, on lui donne un indice. Et au bout de 5 indices, il découvre l'identité de l'entreprise. Donc, certains parmi vous, je vois des personnes que je connais, donc vous connaissez déjà le concept, mais ça a plusieurs vertus parce que ça évite le précodage, ça permet surtout d'avoir des candidats qui s'expriment de manière naturelle parce qu'ils ne savent pas qui est en face. Et en fait, plus que des questions, c'est des items qu'on va aborder sur l'histoire, sur le poste, sur la valeur ajoutée de chacun. Il y a une question insolite à un moment donné pour
pour pouvoir se découvrir de manière originale et se séduire. Et on a partagé un logiciel avec l'entreprise parce qu'on nous reprochait un manque de transparence en tant que cabinet de recrutement. Et ce logiciel permet tout simplement aux clients de voir ce qu'on fait en matière de recrutement. Donc, ce concept-là fait que, et c'est comme ça qu'on s'est développé avec un réseau justement d'indépendants, enfin d'entrepreneurs et d'entrepreneuses, c'est que au démarrage, pour rien vous cacher, je voulais développer Me and My Boss et faire utiliser l'outil par tous les cabinets de recrutement. Je me suis dit, regardez, c'est génial, les entreprises adorent, les candidats adorent, voilà. Et si on utilisait le même outil tous ensemble, ça, on va redorer notre blason de cabinet de recrutement un peu, amener de la transparence. Et je me suis heurté à des égos assez forts, un peu étonné. Je me dis mince. Et on avait fait une présentation à une société de portage salarial. Donc, c'est pour ça que je souriais tout à l'heure quand j'entendais portage salarial. Et cette société de portage salarial avec des consultants RH, il y en a un qui me dit, mais Sébastien, est-ce qu'on a possibilité d'utiliser ton outil pour se différencier des autres cabinets de recrutement? C'est énorme. Une simple démo et l'entreprise va tout de suite comprendre, quoi. Et là, c'est là que ça a déclenché en fait le côté collaboratif dont on a vraiment envie au quotidien de développer un réseau où tous ensemble, on fait avancer le concept, on développe et on capte des recrutements. Et c'est voilà, depuis 2018-2019, on s'est dit, tiens, et si on développait avec des recruteurs sur le territoire? Alors, comment, Virginie, on les contacte au démarrage? On a deux typologies, mais si vous voulez, on parle plus du concept, on pourra le faire, on reste en contact sur LinkedIn, mais il y a les candidats qui sont en recherche active. Donc là, on a forcément des partenariats avec tous les sites d'emploi de la Terre. Donc, on a marqué Me and My Boss, nouvelle méthodologie de recrutement, mais le titre du poste, 5 questions, 5 indices, découvrir une nouvelle méthodologie. Donc ça, c'est la personne qui est en recherche active. Donc celle-là, on arrive à les capter assez facilement. Deuxième méthodologie, eh bien, ceux qui ne sont pas forcément en recherche, on utilise les réseaux sociaux, en plus des bases de données CVTech qu'on loue forcément, mais on va injecter, vous avez Marine et Océane à la com chez nous qui vont faire un visuel avec un masque et on va injecter ça dans leur fil d'actualité sur des profils que l'on vise, par exemple sur LinkedIn. Ce qui fait que si vous êtes commercial dans l'immobilier, eh bien, vous verrez cette opportunité et l'objectif, c'est que vous disiez mais qui c'est qui recrute quelqu'un comme moi sur le coin? Et là, vous cliquez et quand vous cliquez, vous vous retrouvez sur notre logiciel sur l'aspect conversationnel avec un vrai ou une vraie recruteuse. Et donc, voilà. Alors, je vois, hop, concept vraiment top qui crée l'effet waouh à tous les coups. Merci, Marlène. Comment vous les contactez au départ? Bon, je viens excusez-moi, en même temps, je réponds aux questions. Donc, voilà sur ça. Et donc, société de portage salarial, et là, on dit, oh, et on se dit, tiens, et pourquoi pas développer avec en réseau. Et donc, aujourd'hui, on est vraiment dans une phase où on va développer assez fortement les raisons de… Alors là, je vais faire mon commercial en tant que cofondateur de Me and My Boss, vous ne m'en voudrez pas. Mais les bonnes raisons de nous rejoindre, forcément, c'est qu'on a un concept et une outil unique sur le marché. Le plus compliqué au démarrage pour nous, c'était de capter les rendez-vous parce qu'en fait, on disait qu'on était innovant et original et on disait ouais, comme les autres. Ben non, pas comme les autres. Bah oui, vous, c'est l'humain, vous, c'est… Non, mais attendez, regardez. Et quand on fait une démonstration de l'outil, d'un seul coup, il y a les bras qui se croisent, on dit ah ouais, vous, c'est quand même différent. Donc, ça nous permet de nous démarquer clairement de la concurrence et intégrer un jeune réseau collaboratif, puisqu'aujourd'hui, on a 8 personnes sur la France. On fait un accompagnement tout simplement de notre équipe. On a un format où, par exemple, tous les 15 jours, on fait un lunch boss en visio, tous ensemble, entre midi et 2, où on passe en revue énormément de choses, la météo de chacun, mais en plus, l'aspect sourcing, et les personnes qui veulent nous rejoindre peuvent assister en tant qu'invités pour vivre en interne un peu ce que c'est qu'un lunch boss chez Me and My Boss. Et on n'a pas de restriction territoriale. Ça a été une grande question, un grand débat. Et comme on partage tous ensemble un CRM, eh bien, tout simplement, ça nous permet de voir, d'être réactifs. Notre cible privilégiée sont les TPE-PME en local, tout simplement, parce qu'elles ont besoin, comme je le disais au début, d'être accompagnées. Et avec notre outil et le modèle économique qu'on a derrière, eh bien, c'est assez magique. Déjà, donc il y a Lyon, il y a Bordeaux, déjà existants, des personnes déjà existantes, à Lyon, à Bordeaux, Vannes, Rennes, Brest, Roche-sur-Yon. Je crois que j'ai fait le tour de tête, mais on vous le dira. Après, on étudie en fait chaque candidature parce qu'on n'a pas de restriction territoriale, parce qu'il s'avère des fois qu'on a un recruteur qui a une spécialité.
Et donc, en étant de telle ville, ça ne va pas porter préjudice à l'autre. Et au contraire, sur Rennes, par exemple, il y a 2 personnes, Gaël et Alain, et à eux deux font du réseautage et captent encore plus de recrutement parce qu'ils font connaître encore plus Me and My Boss. Donc, c'est assez magique. Donc voilà, pas de restriction territoriale et un coût d'entrée modéré. On est sur un droit d'entrée à 5 000 € pour avoir le concept clé en main. Donc, ça représente énormément de choses. Si vous êtes intéressé, vous rencontrez Roberto, il rentrera dans le détail, forcément. Et puis, on fait une matinée découverte ensemble, vraiment en comité très, très, très restreint pour voir votre projet et voir s'il est en adéquation avec le nôtre. Pour rentrer, une de nos valeurs, c'est la transparence. Bien sûr, Léa, ce que je vais faire, alors attention, je vais vous proposer un sondage. C'est la première fois que je le fais. Hop, en direct live. Pour en savoir plus, vous avez normalement une fenêtre et vous me dites si ça vous intéresse d'en savoir un peu plus. Et puis dans ces cas-là, Roberto vous proposera d'en discuter par téléphone. Donc n'hésitez pas. Il n'y a vraiment aucune obligation. C'est la première fois que je fais un sondage. Je trouve ça assez marrant sur Zoom. Généralement, c'est sur LinkedIn. Donc, voilà un peu ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui sur tout ça. Est-ce que vous avez des questions? Le profil de vos recruteurs, pareil, je vais jouer la carte de la transparence. Je vais pas. Au démarrage 2018, on se posait des questions. Est-ce qu'on va recruter plutôt des consultants en recrutement qui soient plutôt profil commercial ou RH, ou les deux? Parce que par expérience, plus de 20 ans que je fais du recrutement, je sais que c'est compliqué d'aller chercher des clients, clairement. Et donc, on a eu des personnes qui ont intégré le réseau qui étaient vraiment que dans le commerce et ça ne collait pas. Et très compliqué de trouver les deux appétences. Donc aujourd'hui, on va plutôt rechercher des personnes qui ont une appétence RH, qui sont plus dans les candidats, l'analyse, les entretiens candidats. Et ce que je ne vous ai pas dit, c'est qu'on passe de plus en plus d'accord avec des grands groupes qui nous demandent de faire du recrutement multisite. Et donc, on est en train de dispatcher le recrutement avec tous les recruteurs. Donc, du coup, c'est comme si on faisait de l'apport d'affaires pour tout simplement pouvoir avoir des recrutements un peu partout en ville. C'est pour ça qu'on a aussi besoin d'augmenter le réseau. C'est parce qu'on est en train de négocier pour recruter sur toute la France et faire du coup du recrutement collaboratif, tous ensemble avec un chef de projet. Chez nous, au siège social ici, par exemple, Sophie qui va dire à 4-5 recruteurs en visio, tiens, ben voilà, on a branché les questions de job sur telle région. Et il y a des primes qui sont versées à chaque fois que quelqu'un est recruté. Et donc, c'est pour ça qu'on va rechercher plutôt des profils RH. Et après, on fait une formation aussi sur le réseautage, mais ça met un peu plus de temps, le temps de sortir, crédibilité, 3 à 6 mois pour capter vraiment de manière très sincère. C'est les constats qu'on a pu faire. Aujourd'hui, 8 personnes dans le réseau. Agnès, on va y aller, on veut pas, dans les 5 ans, on s'est dit qu'on serait 100 sur le territoire en France. Et on va y aller piano, dans le sens où on va y aller surtout avec des personnes qui ont envie de jouer la carte du collaboratif ensemble, parce qu'on a encore d'autres produits à développer ensemble. Et le recrutement, il est vraiment la porte d'entrée, parce qu'on commence déjà à nous demander plus que ça. Mais pour l'instant, on reste focus là-dessus. Est-ce qu'on apporte les contacts commerciaux? Ça, c'est mon rêve. Pour l'instant, avec parcimonie, pour être super clair. Et c'est que je suis le premier commercial de la boîte. Donc, j'interviens un peu partout pour justement capter des leads et pour les redistribuer au réseau. C'est pas encore... ça demande à nos conseillers recruteurs de faire eux-mêmes du commerce et du réseautage parce que pour l'instant, on n'en a pas assez, mais c'est l'objectif. Et surtout avec ces grands groupes sur ce recrutement multisite. Et vous le verrez sur LinkedIn. D'ailleurs, il y a marqué recrutement massif. Spécialiste de recrutement massif, c'est pas anodin. C'est parce qu'on est en train de négocier avec des grosses structures pour avoir beaucoup de recrutement à redistribuer à notre réseau. Vous proposez une formation pour être vraiment aguerri sur le sujet? Oui, 15 jours, 2 fois une semaine. On vous demande de venir à Rennes, du coup, en terre bretonne, pour déjà former aux questions de job à notre outil parce qu'on écrit le texte, les indices, donc c'est toute une méthodologie. On a un outil qui s'appelle le Job Description Canvas aussi pour décrire le poste avec le client et tout ça,
complètement innovant et ça donne déjà des aspects positifs dès le départ. Sur l'aspect entretien de recrutement, test de personnalité, prise de référence et réseautage aussi. Donc, on sort un peu de cette zone de confort avec des pitchs aussi, être capable de se présenter en 30 secondes, etc., etc. Société de portage salarial, dont tu as parlé, est-elle devenue membre du réseau ou est-elle l'outil avec licence de marque? La société de partage salarial, en fait, c'est cadre en mission, hein, pour être super clair. En fait, on fait des contrats tripartis. Ça nous arrivait avec des membres qui, au démarrage, Alain, par exemple, sur Rennes, a commencé comme ça en portage salarial. Donc, on avait une relation tripartie. Et donc, en fait, la facture arrivait par le biais de la société de portage. Et à un moment donné, quand il a eu son flux en fait, de recrutement, il a basculé tout simplement avec son entreprise sans portage. Est-ce que les galettes saucisses sont fournies? Merci Maxime. Ouais, on fait une petite soirée quand même pour faire un peu plus connaissance dans Rennes. Pas rue de la Soif, mais merci Maxime. Pour vos négos au niveau national, visez les centres d'appel. Ah, d'accord. Pour l'instant, les négos qu'on a au niveau national, c'est avec des groupes comme Darty, comme Conforama, comme But, comme voilà, et certains qu'on a signés. Et c'est des 100, 200, 300 recrutements qu'on redispatche au niveau de la France et on est là-dessus. Quel profil recrutez-vous? Les profils que l'on recrute, je vais plutôt faire l'inverse. Les profils qu'on ne recrute pas, c'est les électriciens, les plombiers, les maçons, les chauffeurs-livreurs, parce qu'ils ne répondent pas à notre système. Notre concept ne les intéresse pas. C'est-à-dire que s'asseoir et répondre, jouer un peu quelque part aux questions indices, ils n'aiment pas ça. Ce qu'on adore, nous, c'est les commerciaux. Tous les cadres sup, alors là, c'est un régal. Les directeurs financiers, responsables financiers, DRH, RRH, directeurs commerciaux, les chargés d'affaires, les lean managers, par exemple, on en fait beaucoup. Et c'est les postes d'assistanat. Alors là, waouh, pléthore. Et on a un prix d'entrée de gamme qui est à 2 890 € sur un capté. Un capté, on construit le parcours et c'est le client lui-même via notre outil on livre des candidats prêts à être appelés. Et on passe ensuite jusqu'à du recruter plus à partir de 8 390 €. Ça vous donne le panel qui nous permet tout simplement de nous adresser à une TPE comme une PME pour les accompagner. Il y a aussi les coopératives d'activité d'emploi qui font du portage coopératif. D'accord, Véronique. Je veux bien que vous passiez un nom là-dessus parce que je ne les ai pas identifiés. Le coût de la formation de 15 jours est-elle comprise dans le droit d'entrée? Non, vous avez 5 000 € tout simplement de droit d'entrée. 2005, la formation peut être prise en compte. Calliope, on a un partenaire là-dessus. Et il y a un pack communication de 1190, c'est tout ce qui est kakémono, avec l'option ou pas marquage de voiture, parce qu'on fait du réseautage. Moi, je me mets à l'entrée du parking. Et le nom Me and My Boss est assez différenciant pour permettre tout ça. Comment on en discute sans être une entreprise? Avec Roberto, il pourra voir ça avec vous sans aucun problème. Vous pourrez voir, tester tout ça, quoi. Oui, je peux proposer une démo de mon outil sans problème. Soit Roberto vous l'a fait, soit moi je peux la faire. Pour ça, vous allez avoir mon contact derrière. Mais oui, je passe beaucoup de temps à faire des démonstrations à des grands groupes. Et on s'aperçoit que pour les grands groupes, notre outil les intéresse jusqu'à la sélection. C'est-à-dire qu'on va capter les profils, ils vivent l'expérience, ils découvrent l'entreprise de l'intérieur, ils ne se précodent pas sur l'image, parce qu'il y a certains grands groupes, les candidats sont précodés sur l'image ou le métier. Je prends AXA, par exemple, ou d'autres dans le domaine de l'assurance. Notre système, il postule. Et quand ils ont dit « Ah oui, j'ai envie d'aller plus loin », on fait un entretien téléphonique, on qualifie et on envoie en entretien le candidat. Et ça plaît beaucoup parce que ça leur fait gagner un temps fou parce qu'ils n'ont plus de candidats qui posent des lapins et des candidats qui viennent, ils savent où ils mettent les pieds. Ils ont vécu une expérience assez sympathique avec la question insolite. Généralement, le manager y a répondu. Donc, il dit « Ah, j'ai bien aimé votre réponse, ça m'a fait rire. C'est… le type de question, c'est demain vous êtes un super-héros, quel serait votre super-pouvoir? Et quand le candidat y répond, on lui dit des membres de la direction vont y répondre aussi. Et quand ils voient Olivier, le dirigeant, a répondu ça, il faut waouh, humilité. Donc ça crée des liens avant la rencontre. Alors Maxime, ça dépend en fait de l'objectif. Ça peut être du 1005 net ou 2000 net si vous faites un recrutement par mois. Et ça peut monter beaucoup plus. Si vous faites 3, 4 recrutements, et ça peut dépendre du forfait
Le forfait, pour entrer dans le détail, commence à 2 890 jusqu'à 8 390. Donc, c'est pour vous donner le panel. Si vous en faites deux à 8 390 par mois, par exemple, vous faites un recrutement total parce que vous avez fait du réseautage, vous avez un client, ou même le niveau au-dessus à 5 000, c'est 10 000 ou 15 000 euros de chiffre d'affaires. Un recrutement, derrière, il faut savoir qu'il y a un système où vous allez acheter nous, on ne prend pas de pourcentage sur le chiffre d'affaires, vous allez acheter le sourcing, entre autres, à 890 euros. Alors, la multidiffusion, des diffusions sur Hello Work, sur plus les tests de personnalité, plus. Et c'est le même prix que, donc si vous faites du 5 000 ou 8 000, vous avez une grosse marge. Et après, à vous de voir. En tant que client, je peux confirmer l'expérience sympa. Merci, Maxime. Je souris parce que je t'imagine derrière l'ordinateur. Merci Cécile. Je vais regarder Élan Créateur et Co-Panam, siège à Paris. En tout cas, ce que j'ai constaté sur le marché, c'est que on a du mal à fédérer des recruteurs sur un même et unique recrutement. C'est qu'on a besoin, par exemple, de recruter 60 directeurs de magasins dans le retail. Ils ont du mal à trouver des acteurs qui soient capables de se fédérer avec un process, avec du lean management, pour livrer, en fait, pour recruter en l'espace de 3 mois 60 directeurs de magasins. Nous, on est capable de le faire. Et je ne savais pas que peu, voire personne n'était capable de le faire. Donc, du coup, ce sont nos démarches actuelles et c'est ce qui fait qu'on veut aussi augmenter notre réseau. Merci pour cette transparence. Oui, Nina, ça fait partie, on dit les choses. Je peux comprendre que ça ne plaise pas ou que ça ne convienne pas ou que le coût se dise c'est un peu trop élevé. J'en suis plus que conscient, mais voilà, c'est le choix que l'on a fait et que l'on fait. Mais on est enclin à la discussion, donc n'hésitez pas à revenir vers nous. Donc, je vais mettre fin au sondage. Merci d'avoir répondu. Et les scopes, OK. Je regarderai s'il y a des scopes, mais recrutement, parce que, encore une fois, le plus compliqué, c'est l'humain. On le voit dans le monde d'entreprise, mais les associations autres, c'est comment on arrive à faire du collaboratif, comment on arrive à chasser ensemble, comment on arrive à faire du commerce ensemble, comment on arrive à recruter ensemble et faire en sorte que chacun s'y retrouve. Ça, c'est le plus compliqué. Et c'est vraiment notre désir, nous, d'aller là-dessus. On connaît des cailloux, forcément, mais par exemple, tous les trimestres, le prochain, c'est le 6 et 7 avril, on se retrouve à Lyon cette fois-ci. On fait les Boss Day, donc pendant 24 heures, où on se retrouve, tout le réseau, pour justement améliorer, échanger et continuer à avancer. Et on se voit physiquement une fois par trimestre. Et plus les linges boss tous les 15 jours, plus Roberto derrière, et puis au siège ici, le capital sourcing. Écoutez, si vous n'avez pas d'autres questions, je vais vous souhaiter une bonne journée. Je vous propose qu'on se connecte sur LinkedIn, qu'on puisse échanger encore. Et les infos que vous m'avez données, là, je trouve ça génialissime. Qu'on puisse, c'est encore une fois un partage et tout ça. Et on peut revoir ça, tout ça en replay. Merci Nina. Merci tout le monde. Il est 11h moins 5. Je vais atteindre le timing. Merci Sophie. Merci Cécile. À bientôt.